Merci à la coordination de m'avoir permis de réfléchir, de me questionner sur ma pratique professionnelle dans le but de vous présenter ma réflexion aujourd'hui. Alors, le dernier patient que j'ai accompagné pour sa fin de vie il y a quelques mois a été hospitalisé un dimanche par l'infirmière libérale de passage à son domicile. Quand j'ai appelé le domicile le dimanche soir, comme c'était prévu pour prendre des nouvelles du patient, c'est son fils qui m'a appris l'hospitalisation de son père. J'ai appelé l'infirmière le lundi matin, un peu en colère, et elle m'a expliqué qu'elle avait fait hospitaliser notre patient à la demande de son épouse qui ne pouvait plus le garder à la maison. Le patient est mort 3 jours plus tard à l'hôpital. Donc, cet incident critique survenu dans ma pratique professionnelle m'a profondément troublé et interrogé. J'ai repris alors l'ensemble du dossier de ce patient, ainsi que le dossier antérieur d'une patiente dont j'avais fait l'accompagnement dans des circonstances très proches et qui, elle, était décédée à domicile. L'accompagnement à domicile de ces 2 personnes a été assuré par ce que Jean-Marie Gomas appelle le noyau indispensable, à savoir les infirmières libérales, le pharmacien et le médecin généraliste. Je vais donc vous livrer une réflexion qui est différente de la réflexion précédente sur le domicile par des structures, puisque dans ces 2 prises en charge de fin de vie, il n'y avait la participation, la collaboration ni des structures d'hospitalisation à domicile, ni des structures de soins infirmiers à domicile, ni des réseaux de soins palliatifs. Alors, j'ai repris ces 2 dossiers cliniques sans hypothèse de départ. J'en ai analysé les éléments cliniques objectifs et les éléments subjectifs en sollicitant à la fois ma mémoire et mes émotions. Et je précise, en parlant des émotions, qu'aujourd'hui, on considère l'intelligence émotionnelle comme une caractéristique individuelle qui reflète la capacité à gérer ses émotions et les émotions des autres, à les distinguer et à utiliser cette information pour guider sa pensée et ses actions. L'intelligence émotionnelle est aujourd'hui considérée comme une dimension essentielle de l'action professionnelle. Donc ceci pour signaler comment et combien les émotions, si elles ont pu être niées dans la relation à l'autre, aujourd'hui commencent à être reconnues, et c'est dans les pays francophones, la France, la Belgique, le Québec, c'est une compétence qui est en train de commencer à être analysée pour voir un petit peu son influence dans le soin, dans la communication et dans la relation à l'autre. Donc, j'ai repris ces éléments objectifs et ces éléments subjectifs pour tenter de repérer certains facteurs qui auraient pu, selon moi, et j'assume ici le jeu parce que c'est moi qui ai vécu ces expériences, c'est moi qui les ai transcrites et c'est moi qui vous les livre cet après-midi. Donc, ces facteurs qui auraient pu favoriser ou pas le mourir à domicile et d'en comprendre le sens. À partir de ces 2 situations d'accompagnement à domicile qui, par leur intensité, on le sait, cristallisent et donnent du sens à une vie professionnelle, on vient de l'entendre, la passion que ça peut permettre et que ça peut transmettre à une salle, ça donne du sens à une vie professionnelle. Je me pose la question du comment faire dans la pratique pour assumer les tensions entre les désirs du patient et de sa famille et les possibilités, mais aussi les désirs et les valeurs du médecin généraliste afin de tenir un engagement dans la durée, de construire un acte de solidarité familiale autour du mourant à domicile et de donner du sens à ma propre action médicale. Donc le temps qui m'est imparti ne va pas me permettre de développer et de faire des liens avec ce qui a été dit ce matin et précédemment, mais je vous encourage à vous-même à avoir un raisonnement cognitif et à faire des liens avec ce que je vais dire et ce qui a été dit ce matin et cet après-midi. C'est un exercice intéressant. Donc, je ne vais pas reprendre l'historique de ces 2 situations d'accompagnement. Je l'ai fait, je l'ai écrit pour ressortir effectivement des données factuelles pour me permettre cette synthèse. Et je vais vous présenter la synthèse de ce travail en m'appuyant sur 3 grands indicateurs qui ont émergé de ma réflexion au cours de cette analyse inductive.
Le premier indicateur que je relève dépend du médecin lui-même et de ses capacités à s'investir personnellement auprès du patient et de ses proches et auprès de l'équipe. L'équipe constituée, je rappelle, d'infirmières libérales et du pharmacien. Donc ce sont des équipes bien plus restreintes que lorsqu'on travaille en réseau ou en structure d'hôpital à domicile. Cet indicateur essentiel, qui me paraît, que je trouve très important, est ce que j'appelle mon engagement de médecin généraliste. Et je m'aperçois que mon investissement dans ces deux situations cliniques illustre deux niveaux d'engagement différents. Le premier niveau est celui de mon engagement professionnel sous la forme du contrat de soins, qui engage ma responsabilité contractuelle de médecin et qui sollicite mes compétences professionnelles. Il concerne mon devoir déontologique et correspond à ce que j'intitule la position juste de Ricoeur. Il est certainement possible, à mon sens, de faire des soins, et même des soins palliatifs, en vue de soulager la douleur, en vue de mettre en place des soins de confort, voire en vue de sédater, donc en se contentant de ce niveau de base d'engagement. Mais je m'aperçois, à la lecture de ces deux situations, que cet engagement peut être d'un niveau supérieur, mobilisant en plus des compétences professionnelles, des sentiments. Et ces sentiments sont l'empathie, la sollicitude, le don, si on peut les appeler des sentiments, mais en tout cas, je les ai intitulés de cette façon-là, le don, et un surcroît d'humanité pour accompagner patients et familles en visant cette fois-ci le bien. C'est ce qu'on a entendu ce matin sur cette vision téléologique et non plus la vision déontologique du contrat de soins. À ce niveau, l'engagement par les contraintes qu'il instaure vise à réduire la dissymétrie de la relation qui existe entre le malade et le médecin et tente de construire une alliance, ce que j'appelle un pacte de soins, comme le définit également Ricoeur, pour accompagner ensemble patients, familles et médecins réunis dans un partenariat, mais chacun à sa place. Alors, ce que j'ai essayé de faire, c'est de réfléchir aux différents facteurs qu'il y a sous cette notion d'engagement. Alors j'ai analysé la durée de la relation avec le patient. Ce n'est pas un élément qui me paraît discriminatif entre ces deux situations, puisque ces deux patients, je les connaissais en tant que médecin généraliste depuis une trentaine d'années. Le second facteur, deuxièmement, le fait d'être le médecin d'une personne au sein de la famille ou le médecin de toute la famille, a modifié certainement le contexte. Dans le cas de la patiente qui est décédée à domicile, j'étais le médecin de l'ensemble de la famille. De la sœur, qui a été très présente dans l'accompagnement, des enfants, des petits-enfants, des nièces. J'étais le confident inscrit dans l'histoire de cette famille, ayant déjà partagé avec elle des événements tragiques, plusieurs décès, et des joies. La confiance réciproque, témoignage d'une relation vraie, comporte des éléments affectifs dont j'ai parlé et que je ne peux absolument pas nier. Dans le cas du patient décédé à l'hôpital, j'étais le médecin du patient, mais pas celui de son épouse. Ça arrive à domicile, et de plus en plus, avec les familles recomposées, etc., etc. Je connais des familles où le mari a un médecin traitant, la femme a un autre médecin traitant, et les enfants ont un troisième médecin traitant. Donc, ça, vous voyez un peu qu'est-ce qui se dessine derrière un peu ce jeu du soin, de la confiance et des responsabilités réciproques des uns et des autres. Donc, dans le cas du patient décédé à l'hôpital, j'étais le médecin du patient, mais pas celui de son épouse. Et je sais qu'elle parlait de sa situation difficile et des répercussions à son médecin traitant, mais pas à moi. Avec moi, elle usait la plupart du temps, quand j'étais à domicile, de la dérision, certainement pour masquer sa propre souffrance, ce qui me rendait aussi mal à l'aise. Et ils avaient un fils que je ne connaissais pas et que je n'avais jamais vu et que j'ai eu simplement au téléphone ce fameux dimanche soir où j'ai appelé. Troisièmement, le fait de sentir que l'on porte une responsabilité dans la prise en charge du patient et que cette responsabilité est reconnue par les autres professionnels est aussi un facteur important. Je ne peux pas, personnellement, m'engager totalement si je me sens exclu à un certain degré de la prise en charge du patient. Ainsi, dans le cas de la patiente décédée à domicile, j'ai fait le diagnostic de sa maladie parce qu'elle est venue me consulter, j'ai fait l'annonce, puis j'ai eu un seul médecin spécialiste comme correspondant qui a également suivi la patiente
et que j'ai eu souvent au téléphone pour échanger, pour me conseiller, pour prendre des orientations qui étaient partagées. Dans le cas du patient décédé à l'hôpital, je me rends compte que la pathologie était certes complexe, mais le diagnostic n'a pas été fait par moi. J'ai été exclu des décisions thérapeutiques puisque le médecin généraliste est absent des réunions de concertation pluridisciplinaire en oncologie, ce qu'on appelle les RCP. Au cours du suivi, le patient a été vu pendant plusieurs années par des pneumologues différents, par des oncologues différents, par des ORL différents. De façon imagée, je dirais que je n'étais pas le chef d'orchestre et que les différents professionnels jouaient leur partition en solo. Professionnellement, ça veut dire que nous avions une pratique de soins parallèle, mais que nous n'avions pas de réelle coordination et encore moins une approche interdisciplinaire du patient et de ses problèmes. Dans mon intervention que vous trouverez sûrement sur le site, j'ai mis plein de références et des notes, mais que je ne vais pas effectivement vous citer sur ces différents concepts comme l'interdisciplinarité ou la pluridisciplinarité. Vous en prendrez connaissance. Quatrièmement, le fait d'être dans une relation de forte empathie avec le patient et son entourage est un facteur qui, moi, me paraît essentiel. J'irais même jusqu'à dire qu'il faut aimer le patient pour s'engager jusqu'au bout avec lui. Pour cela, il ne faut pas être ni professionnellement, ni personnellement épuisé, ne pas être en burn-out. Et je vous rappelle qu'une des caractéristiques de l'épuisement professionnel, c'est la déshumanisation de la relation à l'autre. Et donc, lorsqu'on est fatigué, épuisé, en souffrance, et on a entendu à certains moments aujourd'hui la problématique de la souffrance des soignants, quand on est en souffrance, quand on n'est pas bien, on ne peut certainement pas s'investir autant. Ça a été le cas dans cette expérience. Il faut avoir le souci de l'autre, développer cette sollicitude que sous-tend le care, cette spontanéité bienveillante que Paul Ricoeur définit comme une préoccupation pour autrui, avec la particularité d'allier la distance du respect et l'union de l'amour, et qui débouche alors sur une rencontre. Enfin, dernier facteur, une relation d'accompagnement qui engage profondément le soignant se situe effectivement dans une logique de don, mais qui ne peut, à mon sens, être marquée que par une dimension de réciprocité, d'intersubjectivité. Moi, j'ai besoin, dans une rencontre, pour pouvoir m'engager totalement, j'ai besoin donc d'une rencontre qui est par définition asymétrique entre le soignant et le soigné. J'ai besoin de la reconnaissance du soigné, de son regard, de son visage. On a parlé ce matin, on en a parlé ce matin, de sa parole, pour trouver aussi de la satisfaction, de l'encouragement, pour me permettre d'exister et pour me permettre de travailler dans la durée. Alors cet engagement concerne aussi, deuxième point, la capacité du médecin à organiser la coordination et la continuité du soin, bien sûr avec l'équipe à domicile. Et dans cette perspective, plusieurs facteurs sont facilitants. Connaître les infirmières, les avoir rencontrées, avoir travaillé avec elles. Au mieux, s'être formés ensemble au cours de formations pluridisciplinaires. Programmer des réunions pour élaborer un projet de soins, tenir un cahier de transmission, avoir rédigé des ordonnances anticipées, etc. On sait bien que c'est la base d'un travail collaboratif, mais qu'à domicile, c'est pas toujours facile, en dehors, là encore, d'une structure. L'analyse, en tout cas, de ces deux situations de fin de vie témoigne chez moi d'un niveau d'engagement différent de ma part, avec des conséquences sur ma pratique professionnelle. Pour la patiente décédée à domicile, il y a eu une parole donnée et une promesse de tout faire pour l'accompagner le plus longtemps possible à domicile selon sa demande. C'est ici que les directives anticipées exprimées par le patient ou sa personne de confiance ont de l'importance même à domicile. Elles peuvent être retransmises dans un cahier de transmission qui peut demeurer éventuellement à domicile. Et ces directives, à ce moment-là, peuvent être connues de l'ensemble de l'équipe soignante. Mon numéro de téléphone dans cette situation portable a été donné à la famille. J'ai organisé un passage quotidien programmé au domicile, voire plusieurs passages par jour. J'ai organisé des rencontres avec l'équipe infirmière au domicile et j'avais des appels téléphoniques qui étaient réguliers à des moments critiques de la journée ou de la semaine. Pour le patient, lui, décédé à l'hôpital, je n'ai pas fait de promesse, vu l'absence de demande explicite du patient. Mon numéro de téléphone portable
a été donné aux infirmières seules et pas à la famille. J'ai effectivement organisé des appels téléphoniques pour suivre l'évolution, ainsi que des passages réguliers à domicile, mais pas des passages quotidiens. Et j'ai eu des échanges téléphoniques, certes, avec les infirmières, mais je n'ai pas eu de rencontre physique. Le second indicateur sur lequel je m'étendrai moins longtemps, parce que il est plus connu dans la littérature et parce que le temps est compté, c'est effectivement le contexte de vie et le contexte familial. Pour aller rapidement, je dirais que dans le cas de la patiente décédée à domicile, à chacun de mes passages, il y avait un entourage familial et amical qui était nombreux, vivant, chaleureux. J'étais régulièrement invité à prendre un café. Il y avait une musique douce qui était distillée dans la chambre de la patiente. Il y avait un réseau de soutien qui était fortement présent. Alors que pour le patient décédé à l'hôpital, je n'ai jamais rencontré le fils, jamais vu de voisin au domicile. Une seule fois, 15 jours avant son décès, j'ai croisé le frère du patient. Je pense aussi que l'entente dans le couple n'était pas parfaite, et on a entendu parler ce matin de l'ambivalence qui peut y avoir, et que sa femme me paraissait usée depuis longtemps avec la longue maladie de son mari et peut-être l'image altérée qu'il avait. Je me souviens de son épouse me disant qu'elle ne se plaisait pas dans cette maison, le domicile, qu'elle ne se plaisait pas dans cette maison et qu'elle aurait préféré vivre en appartement. J'ai été marqué par le fait que durant toutes les dernières semaines, le patient ne dormait pas dans sa chambre, on en a parlé ce matin aussi, mais restait jour et nuit dans un fauteuil, dans le salon, disant qu'il s'y sentait mieux. Donc je ne vais pas reparler de la valeur symbolique du domicile, de la chambre, du lit conjugal, etc. Mais vous voyez un petit peu comment ça a de l'importance. Le troisième indicateur dépend de la maladie et de ses conséquences en termes d'altération corporelle et de ses répercussions sur l'image et la communication orale pour le patient, les proches et les soignants. En effet, la patiente décédée à domicile avait un cancer gastrique, mais qui n'altérait que très peu son image corporelle, parce qu'en fin de vie, elle était uniquement, je dirais, dénutrie, alors que le patient décédé à l'hôpital avait un cancer ORL depuis plusieurs années, avait été laryngectomisé, avait une trachéostomie. Donc vous voyez la différence qu'il peut y avoir également à ce niveau-là. Donc, si j'analyse les éléments de crise qui, a priori, ont favorisé et déclenché l'hospitalisation de notre patient 3 jours avant sa mort, je retiens 3 points. Certainement un engagement différent de ma part, que j'ai essayé de vous illustrer. Des problèmes de communication au sein de l'équipe soignante, entre l'équipe soignante, le patient et son épouse, l'épuisement de l'épouse, certainement. Je passe. Pour conclure, je dirais que l'analyse réflexive de ces 2 expériences récentes d'accompagnement de fin de vie révèle que les problèmes médicaux de gestion de la douleur dans un cas, de nutrition dans l'autre, ainsi que la gestion des autres symptômes de la fin de vie ne sont pas des éléments, pour moi, déterminants d'un maintien à domicile réussi ou pas. Les problèmes financiers, certainement pas non plus. Ce qui apparaît décisif, c'est le réseau de soutien familial et amical qui entoure le patient et l'engagement profond du généraliste dans l'accompagnement du patient, de ses proches, et l'engagement au sein de l'équipe soignante. Comme chacun, à partir de mon histoire personnelle, de mes représentations profanes, culturelles et professionnelles, j'ai une vision idéalisée de la bonne mort. Mais je voulais dire, pour conclure, qu'il faut faire attention aux positions militantes que l'on peut entendre parfois des défenseurs de la mort idéale à domicile, à la tentation du tout maîtriser et de repousser sans cesse les limites des uns et des autres. Il faut, je pense, privilégier la qualité de l'accompagnement à domicile, ne pas faire d'obstination déraisonnable quand le maintien à domicile devient impossible pour le patient ou pour sa famille ou pour les soignants. Et un engagement profond et sincère du médecin tel que je le conçois ne doit certainement pas occulter ni l'anticipation ni le repérage de situations de crise ou de conflit qui pourraient nécessiter une hospitalisation. Voilà, je vous remercie d'avoir été patient pendant mon intervention.